Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Comme chaque dimanche, on retrouve vos rendez-vous économiques en compagnie de Thomas Binet. Bonjour mon cher Thomas. Bonjour Maxime. Au menu d'Oser entreprendre ce matin. Eh bien, on va parler de croissance, de cash, de survie, car entreprendre, c'est aussi savoir durer sans endurer. Pierre et vacances, ça sera notre saga de la semaine. Croissance, transformation et retour à la rentabilité après la tempête. On va aussi parler d'un chiffre qui interpelle et qui fait beaucoup parler. Plus de 68 000 entreprises en difficulté en un an, avec Sylvain Heurtier, fondateur de maconta.fr. Pourquoi certaines entreprises coulent alors qu'elles ont des clients et elles ont tout pour réussir. Et puis un sujet souvent sous-estimé, le vrai nerf de la guerre. Ce n'est pas le chiffre d'affaires, ça va être la trésorerie. Et nous sommes avec Benjamin Watine qui verra pour nous en parler et il va nous dire si vendre ça suffit, mais peut-être pas. Il va peut-être falloir encaisser à un moment donné. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Et Thomas, aujourd'hui, on s'intéresse à un groupe emblématique du tourisme français. Alors que certains sont certainement sur la route des vacances pour profiter de ce week-end de Pâques, on parle de ce groupe Made in France, Pierre et Vacances, une histoire qui commence en montagne, mais qui va aller bien plus loin, beaucoup plus loin. Oui Maxime, parce que tout commence à Avoriaz en 1967, une station sans voiture parfaitement intégrée dans le paysage alpin. L'idée de Gérard Brémoin, le fondateur, c'est déjà de concilier tourisme et respect de la nature. Et très vite, Pierre et Vacances innove. La résidence de tourisme, la nouvelle propriété, les premières implantations en bord de mer. Le pari est audacieux, mais le succès est au rendez-vous. Et puis, il faut rappeler que accessoirement, le groupe a bien grandi depuis. Oui, il a bien grandi. Il rachète Maeva, puis Center Park, dont nous parlions la semaine dernière. Et il se lance dans la résidence urbaine avec Adagio, s'implante dans les Antilles, en Espagne. En parallèle, il fait de l'écologie un vrai pilier. Belle Dune, Village Nature et les Landes de Gascogne sont conçus pour minimiser l'impact environnemental. Et depuis 2023, le groupe s'est même engagé à réduire de moitié ses émissions carbone d'ici 2030. Et aujourd'hui, que devient Pierre et Vacances ? Est-ce que le groupe a tourné la page des années difficiles ? Oui, clairement, avec une grosse phase de restructuration, le groupe Pierre et Vacances, Center Park, est revenu à l'équilibre et change de stratégie. Moins de croissance à tout prix, plus de rentabilité et d'expérience client. Il mise sur ses marques fortes, notamment Center Park, et développe des offres plus premium et s'ouvre à de nouveaux segments comme le camping avec le rachat de Vacances Soleil. L'idée aujourd'hui est claire, proposer un tourisme plus local, plus durable, mais surtout plus rentable et mieux maîtrisé. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Thomas, ce matin, nous sommes avec notre premier invité, Sylvain Heurtier, qui est le fondateur de maconta.fr, et vous proposez des outils en ligne pour les petites entreprises et les experts comptables, et ce, depuis 2007. Bonjour Sylvain Heurtier. Bonjour Thomas. Bonjour. 68 296, soyons précis, c'est le nombre de défaillances d'entreprises en 2025, comprenant redressement et liquidation. Nous sommes sur un niveau très élevé, voire au-dessus d'ailleurs des pics d'avant-crise sanitaire de 2020-2021. Ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire que il faut dans le monde des affaires anticiper, il faut être prêt à faire face aux crises. On a eu le Covid, il y a eu le Covid avec le prêt garanti par l'État qui a permis d'étaler un petit peu les difficultés, mais ces prêts, il a fallu le rembourser et revenir à la réalité. Donc ceux qui s'en sortent, vous parliez tout à l'heure de trésorerie, c'est ceux qui ont anticipé, qui ont des réserves, qui ont de la trésorerie. Alors justement, vous venez de parler du PGE, je voudrais vous entendre sur le sujet. Est-ce que les entreprises concernées ne seraient pas en train de payer la fin du fameux quoi qu'il en coûte, ce fameux PGE dont vous avez commencé à nous parler à l'instant, mais aussi l'envolée des prix des matières premières ? Oui, probablement. Après, ceux qui ont, je dirais, bu le bouillon, c'est surtout ceux qui n'avaient pas de réserve. Donc, oui, mais pardon, Sylvain Heurtier, ils ont été aidés quand même par l'État avec le fameux prêt garanti. Donc, ils avaient quelque part régénéré des réserves. Après, évidemment, il faut les rembourser. Tout à fait. Mais sur le long terme, des réserves, c'est ce qui permet effectivement de faire face à une baisse du carnet de commandes durable. C'est ce qui permet de tenir le coup. Donc, je pense que c'est vraiment les plus faibles qui ont subi le contre-coup de cette crise. Alors, en dehors des problèmes de trésorerie, est-ce qu'il y a des causes
que vous relevez, parce que je rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous êtes expert comptable également de formation. Tout à fait, oui. Donc c'est quand même des sujets que vous dominez par votre connaissance. Est-ce qu'il y a d'autres causes de défaillance d'entreprise ? Alors il y en a beaucoup, hein. Je pense que les causes de faillite d'entreprise, on peut avoir tous les cas possibles. Les plus importants, c'est le manque d'anticipation. Le manque d'anticipation dans l'évolution des besoins de trésorerie. Il faut revenir à la base. Beaucoup de petites entreprises, on a 5 millions d'entreprises, 95% sont des TPE. Donc ça veut dire que c'est des entreprises qui ont peu de réserves. Et c'est pour ça que l'anticipation pour elles est la plus importante. Faire des budgets, tenir une comptabilité, cacher risking. Oui. On va y venir dans un instant. Mais alors, ça m'intéresse que vous parliez des TPE, PME, parce qu'effectivement, elles sont petites, elles sont fragiles. Mais communément, on peut aussi dire qu'elles sont les plus souples. Donc si elles sont les plus souples, peut-être qu'elles s'adaptent un peu plus facilement. Oui, elles sont petites, elles sont souples, mais elles sont aussi soumises à des pressions. Un cas de défaillance d'entreprise, c'est le manque d'indépendance vis-à-vis d'un gros client. Une petite entreprise va facilement prendre des marchés, monter avec j'avais un exemple récemment dans le transport, une entreprise qui avait bien décollé, mais qui avait un client qui représentait 80% de son chiffre d'affaires. C'est clair que le jour où le commanditaire dit ça fait trop et on change, on va diversifier, eh bien la petite entreprise qui n'a pas prévu, qui n'a pas de réserve, c'est terminé. Alors, comment on évite de déposer un bilan, en fait ? Quelles sont les actions à mener ? Et quels sont peut-être aussi, avant toute chose, les secteurs les plus exposés ? Alors, le bâtiment a beaucoup souffert ces dernières années, ouais. avec le Covid, avec la baisse de l'immobilier. C'est clair que quand il y a une mise en chantier de logements neufs, de ventes qui est en chute libre, les petites entreprises du bâtiment ont énormément souffert. Après, vous parliez tout à l'heure des hausses des matières. C'est clair qu'en ce moment, les entreprises de transport, avec la hausse du gasoil, les agriculteurs payent un lourd tribut à la crise économique. Oui. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu à 2026. On a fait un peu l'histoire et la jeunesse des difficultés. Le contexte géopolitique, vous avez commencé à en parler, économique même, n'est pas des plus favorables. Est-ce que vous voyez, au moment où nous parlons, à l'issue de ce premier trimestre 2026, une stagnation, une aggravation ou une amélioration de la situation pour les entreprises concernées ? Voilà, je pense qu'en termes de difficultés, on a eu notre lot suffisant. Donc, je vois pas comment ça pourrait aller plus mal. Je pense que on dit ça tous les ans, je vous signale. Oui. Est-ce qu'on a touché le fond ? C'est ça la question. Oui, absolument. Mais encore une fois, il y a eu beaucoup de défaillances. Il y a quand même probablement eu un assainissement des entreprises les plus faibles, et je pense qu'effectivement ceux qui ont réussi à résister jusqu'à maintenant ont quand même des atouts pour l'avenir. Alors, Sylvain Heurtier, dans le même temps, on va essayer d'être positif, on va regarder un petit coin de ciel bleu. On a battu quand même en 2025 un record sans précédent de création d'entreprises avec près de 1 200 000 créations, selon l'INSEE, soit 5% de plus en un an. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle, mais les créateurs d'entreprises aujourd'hui sont surtout des micro-entrepreneurs, vraiment des micro-structures. Donc c'est une bonne nouvelle, ça montre que les Français sont réconciliés avec l'entreprise, et c'est une bonne chose. Après, il faut que ces entreprises puissent grossir, qu'elles soient accompagnées, qu'elles progressent, qu'elles puissent se développer. Alors vous avez raison, 65% sont des micro-entreprises, donc beaucoup de freelance et d'indépendants. Est-ce que ça ne signifie pas qu'on est en train de faire une ubérisation, une flexibilisation du travail ? Alors, je pense que les gens sont opportunistes. Il y a pas énormément de chômage en ce moment, mais il est en train de monter. Les gens ont envie de créer des entreprises. Ils se lancent. Je pense qu'en matière d'ubérisation, on a déjà, au cours des années précédentes, des 10 années qui précèdent, été assez loin quand même vers l'intermédiation. Donc, est-ce que ça va aller encore plus loin ? Il y a des mécanismes importants qui sont à l'œuvre actuellement. Donc, en France, on a des gros chantiers comme la facturation électronique qui arrive pour septembre 2026, septembre 2027. Septembre 2026 en réception.
pour les petites entreprises, et tout le monde devra passer à la facturation électronique en septembre 2027. On a l'IA qui est en train de balayer toutes les certitudes sur quels sont les emplois de demain. Donc c'est très difficile dans l'environnement actuel de se prononcer, d'avoir un petit peu de visibilité. Alors mon ultime question pour vous ce dimanche matin, est-ce qu'en fait, créer une entreprise en 2026, c'est pas trop facile ? Je vous dis pourquoi j'avance sur ce terrain-là. Fut une époque, pour créer une SARL, une société à responsabilité limitée, c'était 20 000 francs, c'est-à-dire 3 000 euros. Aujourd'hui, avec 1 euro, on peut créer une entreprise. Vous avez évoqué des indépendants, de l'auto-entrepreneuriat, etc. Il n'y a plus de barrière quelque part, l'entrepreneuriat. Est-ce que, sous prétexte de vouloir générer un entrepreneuriat pour tout le monde, on n'a pas fait quelque chose de trop facile qui va à l'encontre de ce que vous disiez au début de notre échange? Il faut anticiper, il faut faire des budgets, il faut être rigoureux. Alors effectivement, juridiquement, c'est beaucoup plus facile. Il y a des sociétés spécialisées, le capital minimum est quasiment existant. 1 euro. Mais la vraie difficulté, elle n'est pas là. La vraie difficulté, elle n'est pas dans l'administratif et dans le juridique. Elle est dans trouver des clients, produire, organiser la production. Donc pour ça, il faut des sous, il faut des financements, et c'est une des principales difficultés. Vous pensez à l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça, oui, je pense. Merci à vous et vous restez avec nous pour écouter Benjamin Watine. Merci beaucoup Sylvain Heurtier d'être passé du côté d'Oser Entreprendre et je rappelle que vous êtes le fondateur de maconta.fr. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et pour clore cette première parenthèse économique avec vous, mon cher Thomas, nous sommes avec Benjamin Watine, le président de SoftFound, la plateforme d'investissement dans les entreprises de croissance et consultant entrepreneurial pour Oser Entreprendre. Et vous allez voir avec lui pourquoi certaines entreprises font faillite, alors même qu'elles ont des clients. Oui, on va prolonger notre entretien avec notre invité, avec Benjamin maintenant. Bon, c'est vrai que ça paraît un peu absurde, Benjamin, cette histoire, mais si une entreprise vend, elle devrait bien se porter. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer en réalité ? C'est pas forcément ça, je vous entends. Bah oui, Thomas, et pourtant c'est très fréquent. Beaucoup d'entreprises font faillite en pleine croissance. Oui. Donc pourquoi ? Parce que le sujet, c'est pas seulement le chiffre d'affaires, c'est la trésorerie. Oui, on avait commencé à en parler justement avec Sylvain Heurtier. Donc on peut vendre beaucoup et quand même couler. Exactement. Pensez à Camailleux ou plus récemment Brandt, des marques que tout le monde connaît, qui avaient encore des clients le jour où les portes ont fermé. Donc ce n'est pas le fait de vendre, c'est pas faute de vendre, c'est faute de cash. Alors, mais bon, pour le premier, vous rappelez souvent que le chiffre d'affaires, c'est le nerf de la guerre quand même. Ça donne crédibilité. Oui, et je continue de le rappeler, c'est vraiment nécessaire, il faut vendre. Mais une erreur que trop souvent font les entrepreneurs au début, c'est qu'ils n'osent pas suffisamment aller chercher leur argent. Ils envoient un mail, attendent et espèrent que le client va payer. Alors par peur d'abîmer la relation commerciale, j'imagine ? Entre autres, ce n'est jamais agréable de relancer quelqu'un pour se faire payer. Mais en laissant la situation se dégrader, un impayé devient beaucoup plus difficile à récupérer et a un impact très très fort sur votre entreprise. Alors Benjamin, concrètement, il faut faire quoi justement dans cette situation ? Pas forcément être plus dur, ce que j'appelle être plus professionnel. Il faut mettre en place un vrai processus de recouvrement, suivre ses créances, relancer rapidement, appeler ses clients, pas seulement envoyer des mails. Et le problème, ce n'est pas seulement de vendre, c'est d'encaisser. Ah, si je vous entends bien, donc être trop souple avec ses clients, ça peut devenir dangereux. Absolument. Une entreprise, je le rappelle, n'est pas une banque. Et c'est malheureusement ce que Sylvain Heurtier doit souvent constater avec maconta.fr. Des entrepreneurs qui ont du chiffre d'affaires, mais plus de cash disponible pour assurer ses créances. Bon, donc faire attention à tout ça. Merci Benjamin. Merci. Merci beaucoup Benjamin Watine d'avoir été avec nous ce matin. Et mon cher Thomas, on se retrouve dans une poignée de minutes pour Oser Investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.